Il était le Superman du monde jusqu'à ce qu'on le retrouve mort nu une balle dans la tête. On a conclu à un suicide. Mais des aveux cachés des failles dans l'enquête et les secrets les plus sombres d'Hollywood laissent désormais entrevoir une macabre histoire. Restez avec nous car la véritable histoire de George Reeves va tout changer. Entrons dans le vif du sujet. Comment Hollywood a fait et défait George Reeves? George Reeves, de son vrai nom, George Kiefer Brewer, est né en 1914 à Wooltalk, dans l'Iowa. Après la séparation de ses parents, il a déménagé avec sa mère à Pasadena, en Californie. À l'école, il se distinguait non seulement par sa taille, mais aussi par ses talents. Il était un boxeur amateur doué, jouait de plusieurs instruments et possédait un charisme naturel sur scène. Ce dernier atout lui permit d'intégrer le Pasadena Playhouse où il fut remarqué par un directeur de casting hollywoodien. À la fin des années 1900, Trent Reeves signa avec Warner Brothers et obtint son premier grand rôle, un petit rôle dans Autant en emporte le vent. Il était grand beau et possédait le physique que les studios adoraient à l'époque. Sa carrière semblait prête à décoller, mais la Seconde Guerre mondiale changea tout. Reeves s'engagea dans l'armée de l'air et passa les années suivantes loin d'Hollywood. À son retour, Hollywood s'était tourné vers de nouveaux visages. Après la guerre, Reeves eut du mal à trouver des rôles principaux. Son nom n'évoquait plus rien et il enchaîna les rôles insignifiants et le théâtre. Tout a basculé en 1952 lorsqu'il a été choisi pour incarner Superman dans la nouvelle série télévisée Les Aventures de Superman. Ce rôle lui a valu une célébrité instantanée à travers l'Amérique. Les enfants le voyaient comme le véritable homme d'acier. Et pour le public, George Reeves était Superman et non un acteur interprétant un rôle. Mais ce même rôle qui l'a rendu célèbre l'a aussi enfermé dans une case. Les producteurs ne voulaient pas de Superman dans d'autres films. Reeves se retrouva cantonné à des rôles stéréotypés, ce qui porta un coup dur à sa carrière. Les studios craignaient que le public ne le prenne pas au sérieux dans un autre rôle. Même Alfred Hitchcock l'aurait écarté du projet Psychose, redoutant que les spectateurs ne voient que Superman et non le personnage. Reeves n'était pas seulement bloqué professionnellement, il était aussi piégé financièrement. Contrairement aux stars de super-héros d'aujourd'hui, Reeves a très peu gagné d'argent grâce à son rôle emblématique. La série avait un budget serré et il n'y avait pas de contrat publicitaire important. Pour joindre les deux bouts, il a commencé à apparaître en costume dans des supermarchés des écoles et lors d'événements publics. Ses apparitions étaient peu rémunératrices, mais elles lui permettaient de rester sous les feux des projecteurs. Un incident de cette époque illustre à quel point la frontière entre fiction et réalité était devenue floue. Lors d'un événement en direct, un jeune garçon aurait apporté une arme chargée espérant vérifier si Superman était réellement à l'épreuve des balles. Reeves l'a calmement dissuadé, lui expliquant que les balles ricocheraient et blesseraient d'autres personnes. Que l'histoire soit entièrement vraie ou non. Elle révèle à quel point la croyance du public en Superman était profonde et combien cela devenait dangereux pour l'homme derrière le costume. En coulisses, George s'effondrait. Il se mit à boire davantage pour tenter de gérer le stress et la déception grandissant. Il souriait devant les caméras, mais sa vie privée racontait une toute autre histoire. Ses amis remarquèrent un changement. Il semblait distant, en colère et épuisé. La célébrité qui lui avait paru un rêve était devenue un lourd fardeau. Le monde du spectacle l'a abandonné. Les directeurs de casting ne voulaient plus le voir. Il ne recevait aucune proposition de film. Même les publicités le snobbaient. Il était devenu un acteur cantonné à un seul rôle dans une ville qui valorisait la polyvalence. Pourtant, Reeves n'a jamais baissé les bras. Il a commencé à s'intéresser à la réalisation et a souhaité passer derrière la caméra. Il était convaincu d'avoir bien plus à offrir que le simple costume de Superman. Mais les propositions tardaient à venir et les portes restaient majoritairement closes. Chaque pas en avant lui semblait une ascension sans fin. L'obsession du public pour l'image de Superman ne faisait qu'aggraver les choses.
Au restaurant, à l'aéroport ou dans les magasins, on s'attendait à voir Superman, pas George. Il devait rester poli, sourire, être toujours présent. Mais lorsqu'il se retrouvait seul, la pression l'écrasait. Il était célèbre partout, mais respecté nulle part. Il n'était pas seulement seul, il était isolé. Hollywood ne soutenait pas les acteurs en difficulté. Il n'y avait ni discussion sur la santé mentale, ni plan de retour. C'était tout ou rien. Et Reeves était peu à peu mis à l'écart, et tout le monde, y compris George, le savait. À la fin des années 1950, George était devenu un symbole à la fois de succès et d'échec. Adulé par des millions de personnes, il vivait pourtant dans un désespoir silencieux. Sa célébrité était devenue un fardeau. Superman avait fait de lui une star, mais avait aussi effacé sa véritable identité. Et cette crise d'identité allait bientôt dégénérer en quelque chose de bien plus sombre. Alors que ses perspectives professionnelles s'amenuisaient et que ses démons intérieurs se rapprochaient dangereusement, la vie de George commença à se désagréger. Mais personne ne se doutait encore de la gravité de la situation. 5 personnes se trouvaient chez George Reeves cette nuit-là, mais personne n'a vu qui avait tiré. Une nuit qui a tout changé, le 15 juin. 1959 commença comme n'importe quelle autre soirée pour George Reeves. Plus tôt dans la soirée, il dîna avec sa fiancée Leonore Lemon. De retour chez eux à Benedict Canyon, ils furent rejoints par Robert Condon, un écrivain qui séjournait chez Reeves. La nuit semblait calme au début, mais à minuit tout bascula. La lumière du Porsche était allumée, un signal discret dans certains cercles hollywoodiens. À Beverly Hills, cela signifiait que les invités étaient les bienvenus. Quelques minutes plus tard, William Bliss et Carol Van Werle arrivèrent à l'improviste. Ce genre de visite impromptue n'avait rien d'inhabituel dans les cercles mondains huppés. Reeves, en revanche, n'apprécia guère leur présence. L'atmosphère à l'intérieur de la maison devint rapidement tendue. Reeves était agacé par cette intrusion et l'aurait clairement fait savoir. Il traversait une période difficile et la dernière chose qu'il souhaitait était une fête. À un moment donné, la tension est montée entre lui et Bliss. Des témoins ont déclaré plus tard que George avait menacé de le mettre à la porte. À l'étage, l'atmosphère était tendue. Leonore Lemon, connue pour son humour direct, aurait tenu des propos glaçants. Elle plaisanta en disant que George monterait se coucher. Quelques minutes plus tard, un bruit retentit dans la maison. D'abord un tiroir qui s'ouvre, puis une forte détonation. Le silence se fit. George Reeves fut retrouvé mort dans sa chambre. Il était nu allongé sur le lit, une balle dans la tête. Un pistolet Luger gisait au sol et une balle était logée au plafond. L'angle du tir et la position de l'arme ont immédiatement soulevé des questions. Pourtant, en bas, les invités continuaient de boire comme si de rien n'était. À leur arrivée, les policiers ont été accueillis par un calme inquiétant. Personne ne semblait bouleversé ni paniqué. La scène était étrangement décontractée pour une maison où quelqu'un venait de mourir. Les invités ont donné des détails vagues. Il n'y avait ni lettre d'automutilation ni trace de lutte et personne ne semblait pressé. Pour les enquêteurs, les détails ne collaient pas. Si Reeves s'était suicidé, pourquoi la balle était-elle au plafond et pas ailleurs? Pourquoi la douille a-t-elle été retrouvée à un endroit inhabituel? Et surtout, pourquoi personne dans la maison n'avait-il entendu de signes de détresse avant le coup de feu? Autant d'éléments troublants qui ne correspondaient pas à la simple explication d'un suicide. Le comportement étrange de Lemon. La situation s'est aggravée. Son commentaire anodin concernant George lui-même semblait trop précis. La police s'est demandé si elle savait quelque chose ou si elle tentait de dissimuler la vérité. Certains se sont même demandé si elle ou l'un des invités était directement impliqué. Pourtant, aucune arrestation n'a eu lieu et le décès a été classé comme suicide 2 jours plus tard. Un autre élément est à prendre en compte. À l'époque, Hollywood était en pleine mutation et la culture des réceptions privées y était pour le moins étrange. Nombre de stars vivaient avec peu d'intimité et il n'était pas rare que leurs maisons se transforment en lieu de rassemblement nocturne. Reeves souffrait peut-être du stress lié aux interruptions constantes et à l'absence de contrôle sur son espace personnel.
Cet environnement a pu accentuer sa frustration. Ce qui s'est passé dans cette maison n'était peut-être pas prémédité, mais le chaos y a contribué. Trop de monde, trop d'alcool, des limites floues. La maison n'était plus un refuge. C'était un lieu où tout pouvait arriver et tout est arrivé. La presse s'est emparée de l'histoire, la qualifiant de fin tragique pour une étoile filante. Mais derrière les gros titres, les questions se sont multipliées. Pourquoi les invités étaient-ils si distants? Pourquoi la chronologie semblait-elle trop parfaite? Et pourquoi la version officielle a-t-elle passé sous silence les incohérences? Des années plus tard, de nouveaux enquêteurs et auteurs se sont penchés à nouveau sur l'affaire. Ils ont mis au jour des preuves de négligence policière et de décisions hâtives. Un détail souvent négligé, les multiples ecchymoses sur le corps de Reeves restés inexpliqués. D'autres ont remarqué la rapidité avec laquelle la maison a été nettoyée et le manque de sécurité des preuves. Ce ne sont pas des signes d'une enquête approfondie, mais plutôt des signes d'un travail bâclé. La mort de George Reeves n'était pas qu'une tragédie personnelle. C'était un mystère, un enchevêtrement de comportements étranges, de questions sans réponse et d'une culture qui privilégiait le silence à la vérité. Ce qui s'est réellement passé dans cette maison reste flou, mais une chose est sûre, la version officielle était bien trop simpliste pour une nuit aussi chaotique. La version officielle. Le département de police de Los Angeles a conclu presque immédiatement à un suicide pour la mort de George Reeves. Il disait qu'il était déprimé, frustré par sa carrière au point mort et sans avenir à Hollywood. Le rapport du médecin légiste affirmait que l'angle des blessures correspondait à un suicide. Ils ont également avancé comme preuve la présence d'une douille sous son corps. Pour les autorités, l'affaire semblait simple et résolue jusqu'à ce que les détails soient examinés de près. Dès le départ, quelque chose clochait. Reeves a été retrouvé complètement nu, ce qui était inhabituel, même dans le cas d'un suicide. La plupart des gens ne choisissent pas de mourir ainsi, surtout pas les personnalités publiques. La position du corps soulevait également des questions. Pour que la balle se soit logée au plafond, Reeves aurait dû être allongé dans une position étrange, penché le pistolet pointé sur sa tempe d'une manière anormale. D'autres éléments troublants sont apparus. L'arme avait été récemment nettoyée et huilée, effaçant ainsi toutes les empreintes digitales. Il était donc impossible de prouver que Reeves l'avait même manipulé ce soir-là. De plus, la police a découvert 2 autres impacts de balles sur le sol de la chambre. Ils ne correspondaient pas aux tirs mortels et n'ont jamais été expliqués dans la version officielle. Aucun effort n'a été fait pour établir un lien entre ces faits et l'affaire. L'un des problèmes les plus graves concerne le traitement du corps de Reeves. Avant qu'une autopsie complète puisse être pratiquée, son corps a probablement été lavé et partiellement embaumé, ce qui a effacé d'importantes preuves médico-légales. Le médecin légiste n'a pas pu effectuer de test de brûlure de poudre, qui aurait permis de déterminer si le coup de feu provenait de la main de Reeves ou de celle de quelqu'un d'autre. Qu'il s'agisse de négligence ou d'un acte plus délibéré, cela a irrémédiablement compromis l'affaire. Ces lacunes dans l'enquête n'ont pas échappé aux proches de Reeves. Sa mère, Helen Basso, a immédiatement rejeté la thèse du suicide. Elle était convaincue que son fils avait été assassiné. Helen a engagé des détectives privés, espérant qu'ils trouveraient des réponses que la police avait ignorées. Mais chaque fois qu'ils posaient les questions qui dérangeaient, on leur fermait la porte. L'équipe de Helen se heurta à une résistance farouche. Des dossiers manquaient. Des témoins changeaient de version. Des pistes étaient abandonnées sans raison. On avait l'impression qu'un mur s'était dressé autour de l'affaire. Quelque chose ou quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate. Les médias ont couvert les aspects étranges de l'affaire, mais l'attention restait focalisée sur la dépression de Reeves. C'était une explication simple, compréhensible par le public, un acteur sur le déclin cantonné au rôle de Superman seul et désespéré. Un récit limpide, en somme. Mais cette histoire occultait la complexité de la situation. Un autre élément crucial est l'état du LAPD dans les années 1950.
À cette époque, le département entretenait des liens étroits avec les puissants studios hollywoodiens. Les policiers étaient connus pour protéger les intérêts des hautes sphères. Lorsqu'un scandale menaçait des personnalités importantes, les rapports étaient étouffés et les faits déformés. Il ne s'agissait pas de justice, mais de préserver l'image. La mort de Reeves pourrait être plus qu'une simple tragédie. Il est possible qu'elle ait été étouffée avant que la vérité n'éclate. Si une personne influente était impliquée, qu'il s'agisse d'un cadre de studio, d'un associé lié à la mafia, ou même d'un proche de Reeves, alors il y avait un motif pour détourner l'attention du meurtre. Dans ce contexte, le jugement précipité et le traitement défaillant des preuves prennent tout leur sens. Cette théorie corrobore également les rumeurs qui circulaient à Hollywood. Certains pensaient que la police n'avait pas bâclé l'enquête, mais l'avait tout simplement étouffée. Lorsque les enquêteurs ou les journalistes ont tenté d'approfondir l'affaire, il était trop tard. Les témoins sont devenus peu fiables. Les preuves matérielles avaient disparu ou étaient contaminées. Ce qui aurait pu être une affaire résolue s'est transformé en impasse. L'arme elle-même, un Luger allemand, n'a même pas fait l'objet d'un examen approfondi. Aucun test de résidus de poudre n'a été effectué. Aucune empreinte digitale n'a été relevée, aucune comparaison balistique n'a été réalisée avec les 2 impacts supplémentaires dans le sol. Ce sont là les étapes fondamentales d'une enquête pour décès en bonne et due forme. Et pourtant, elles ont été négligées. Plus on examine la version officielle, plus elle s'effrite. Rien cette nuit-là ne tient la route sans une sérieuse contorsion intellectuelle. Et lorsque la police et le médecin légiste semblent plus préoccupés par la clôture de l'affaire que par la recherche de la vérité, il ne s'agit plus seulement de procédures défaillantes. Il s'agit d'une possible dissimulation. George Reeves n'est pas simplement mort dans des circonstances étranges. Sa mort a été gérée avec une négligence ou un contrôle qui soulève de profondes questions. Ce n'était peut-être pas une conclusion hâtive. Peut-être que quelqu'un ne voulait pas que cette affaire soit résolue. Et peut-être que cette personne avait le pouvoir de faire en sorte qu'elle ne le soit jamais. Son ex lui avait tout offert. Sa fiancée l'avait quitté au bout de quelques jours. Derrière cette romance se cachait quelque chose de froid, de calculateur et peut-être même de mortel. Les femmes de sa vie. La dernière relation de George Reeves fut avec Leonore Lemon, une mondaine des boîtes de nuit réputée pour son comportement exubérant. Plus jeune fougueuse et souvent imprévisible, elle était audacieuse. Nombreux étaient ceux parmi les proches de Reeves qui pensaient que leur relation était toxique. Les disputes publiques étaient fréquentes et des rumeurs circulaient concernant des meubles cassés et des altercations à voix haute à huis clos. Leur relation était manifestement passionnée, mais loin d'être stable. Léonore n'était pas seulement en colère, elle était jalouse et possessive. Plusieurs témoins ont affirmé que Reeves s'était lassé d'elle et envisageait de rompre. Lemon aurait mal vécu le refus. Certains amis ont décrit son comportement comme possessif, voire dangereux. Après la mort de Reeves, elle s'est enfuie précipitamment à New York, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Léonore a donné des versions contradictoires de la nuit du décès de Reeves. Juste avant le coup fatal, elle a plaisanté à son sujet, une remarque qui semble étrangement prémonitoire, voire mise en scène. Interrogée sur les 2 impacts de balles supplémentaires, elle a prétendu qu'il s'agissait d'un accident et a pris la chose à la légère. Cette réaction désinvolte a suscité des interrogations, surtout après le décès récent d'une personne. La police de Los Angeles n'a pas insisté et elle a évité tout interrogatoire sérieux. La présence des invités ce soir-là n'a fait qu'ajouter à la confusion. William Bliss était une simple connaissance, pas un ami proche. Pourtant, il était là, et d'une manière ou d'une autre, il fut le premier à découvrir le corps. Carol Van Whirl, une autre invitée, était également soupçonnée d'avoir une liaison avec Robert Condon, un colocataire qui vivait chez Reeves. Leur présence paraissait incohérente pour un homme réputé reclus et dépressif. Si Reeves avait des pensées suicidaires, pourquoi organiser une telle réunion? Le comportement de Condon était lui aussi étrange.
Il serait resté en bas à boire pendant que la police procédait aux constatations à l'étage. Son comportement ne reflétait ni l'urgence ni l'inquiétude de quelqu'un qui venait de perdre un ami. Le groupe tout entier agissait comme s'il assistait à une scène qui se déroulait sans réagir à la tragédie. Certains enquêteurs ont noté en privé le peu de chagrin manifesté par les personnes présentes dans la maison. Mais la femme la plus importante dans la vie de Reeves fut sans doute Toni Manx. Épouse d'Eddie Manx, cadre de la MGM et homme de main influent du studio, elle était soupçonnée d'avoir des liens avec la mafia. Plus âgée que George Toney, lui était pourtant profondément dévouée. Elle lui offrit une maison, une voiture et le fit vivre dans le luxe durant leur relation. Des amis disaient qu'elle traitait George comme un objet et non comme un partenaire. Lorsque Reeves a quitté Toni pour Leonore, la rupture a été explosive et potentiellement dangereuse. Toni était anéantie et profondément humiliée. Certains disent qu'elle s'est sentie humiliée en public d'autant plus que son mariage avec Eddie Manx était un secret de polichinelle. Cette séparation n'a pas seulement mis fin à leur histoire d'amour. Cela a perturbé la puissante protection dont Reeves bénéficiait grâce à Toni. Cette protection s'est peut-être transformée en menace. Selon certains témoignages, Toni aurait exercé une vengeance mesquine allant jusqu'à voler le chien de George. Mais plus troublant encore est ce qu'elle aurait confié à Noel Neill, l'actrice qui incarnait Lois Lane quelques heures seulement après le décès. D'après Neill, Toni a appelé et a dit « Ils ont tué George ». Ce n'était pas formulé comme une question ou une suspicion, c'était un constat. Plus tard, des rumeurs ont circulé concernant une confession de Toni Manx sur son lit de mort. Selon la légende, elle aurait confié à un prêtre que George avait été tué et qu'elle connaissait le coupable. Beaucoup ont attribué cela à un sentiment de culpabilité ou de confusion. Mais d'un autre point de vue, il pourrait s'agir d'une manœuvre calculée, une façon de se libérer d'un fardeau avant de mourir, mais aussi de ne pas emporter de secret dans la tombe. Si Toni savait réellement quelque chose, cela ajoute une dimension dangereuse à l'histoire. Cela remet également Eddie Manx sur le devant de la scène. Il était connu pour régler les problèmes des stars de la MGM scandale, dissimulation et même menaces. Si Toni lui avait demandé de l'aide ou si Eddie considérait Reeves comme une menace pour sa santé mentale, il est facile d'imaginer que des mesures extrêmes aient été prises. Reeves n'était plus d'aucune utilité aux Manxois et peut-être même plus en sécurité. Après les événements, personne de son entourage ne se comporta normalement. Du départ précipité de sa fiancée à l'indifférence des invités, en passant par l'étrange coup de fil de son ex-amante, les détails semblaient s'enchaîner sans relâche. Chacun avait quelque chose à cacher, ou du moins quelque chose dont il préférait taire le sujet. George Reeves n'était pas seulement plongé dans le chaos. Il était entouré de personnes ayant des motivations, des opportunités et des secrets. Ce n'est pas une scène d'automutilation. C'est une tempête qui ne demande qu'à éclater. Le monstre du studio dans l'ombre. Eddie Manx n'était pas qu'un nom au générique. Il était le principal homme de main de la MGM, celui que les stars appelaient lorsqu'elles étaient en difficulté et voulaient que le problème disparaisse, réputé pour ses méthodes impitoyables. Manx entretenait des liens étroits avec des figures du crime organisé comme Bugsy Siegel et Mickey Cohen. Sa mission était de protéger l'image du studio à tout prix, y compris par le biais de pots de vin, de menaces et de dissimulation. Certains pensaient de même qu'il provoquait des accidents mortels lorsqu'un scandale menaçait d'éclater. Au fil des ans, Manx a été mêlé à des événements suspects allant des avortements forcés aux morts inexpliquées. Il ne s'agissait pas de rumeurs colportées par des personnes extérieures au milieu, mais d'allégations formulées par des membres de ce milieu. Manx exerçait une influence discrète et ses liens avec le crime organisé lui permettaient de faire passer n'importe quoi pour un accident. Son influence s'étendait jusqu'aux commissariats aux hôpitaux et même aux pompes funèbres. S'il fallait enterrer un secret, Manx avait toujours quelqu'un pour le faire.
Son mariage avec Tony Manx était atypique pour les années 1950. Il vivait ce que beaucoup qualifiaient de mariage libre, et la longue liaison de Tony avec George Reeves semblait avoir le soutien total d'Eddie. Il les accompagnait même en vacances, donnant l'impression d'être un troisième larron tolérant et amical. Mais au fond, la tolérance d'Eddie était peut-être plus stratégique que sincère. Lorsque Reeves a rompu avec Tony pour se mettre en couple avec Leonore Lemmon, cette situation est devenue soudainement instable. S'en est suivi une série d'événements étranges qui ne semblaient pas fortuits. Quelques semaines avant sa mort, Reeves a été impliqué dans un accident de voiture suspect. Le liquide de frein du véhicule avait été vidangé, ce qui donnait à l'accident des allures de sabotage. Reeves fut hospitalisé pour ses blessures. Personne ne fut jamais tenu responsable et le moment précis de l'accident juste avant sa mort était troublant. Certains chercheurs pensent que l'accident était un avertissement, un signal pour cesser de parler d'avancer et de semer le trouble. Mais Reeves n'a pas ralenti la cadence. Il cherchait à relancer sa carrière, à rompre les liens avec Tony et à entamer une nouvelle étape de sa vie. Cette volonté d'indépendance a pu être perçue comme une menace par ceux qui ne souhaitaient pas sa libération. Il y a aussi la question de l'arme du crime. Les rapports officiels indiquent qu'il s'agissait de son arme personnelle, mais les détails sont incohérents. L'arme était fraîchement huilée, ce qui effaçait toute trace de doigt. Un comportement étrange pour quelqu'un sur le point de se suicider. De plus, rien n'indiquait clairement une effraction. Mais que se passerait-il si le meurtrier n'avait pas eu besoin de s'introduire par effraction? C'est là que l'affaire prend une tournure plus sombre. Certains pensent désormais que William Bliss, l'invité qui a découvert le corps, était peut-être plus qu'un simple témoin. Personne n'a vu qui que ce soit entrer ou sortir, mais la maison était grande et animée ce soir-là. Les portes n'étaient pas verrouillées, les lumières étaient allumées, et Reeves était déjà irrité par ce rassemblement inattendu. Quelques minutes de confusion auraient suffi, juste le temps nécessaire pour commettre un meurtre discret et ciblé. Si quelqu'un comme Eddie Manx voulait que le travail soit bien fait, il avait les moyens et le réseau pour faire croire à un suicide. Ce qui est encore plus troublant, c'est la rapidité avec laquelle l'enquête a été classée. La police a accepté la thèse de l'automutilation sans interroger pleinement tous les suspects ni approfondir certains points pourtant évidents. Une telle conclusion précipitée laisse supposer l'influence d'une personne influente. Dans les années 1950, la police de Los Angeles avait la réputation d'être corrompue et entretenait des liens étroits avec les studios hollywoodiens. Si Manx avait passé quelques coups de fil, l'affaire aurait pu être classée avant même que la presse n'ait eu le temps d'approfondir l'enquête. Plus on y regarde de près, plus il apparaît que George Reeves n'était pas simplement un homme désespéré. Il était pris dans un engrenage de loyauté, de trahison et de menaces latentes. Eddie Manx se trouvait au centre de cet écheveau calme, bien connecté et potentiellement redoutable. Les preuves ne suffiront peut-être jamais à condamner, mais elles sont plus que suffisantes pour remettre en question la version officielle. Il ne s'agissait pas simplement d'une tragédie hollywoodienne. Il pourrait s'agir d'une exécution silencieuse. George Reeves est mort seul, mais non sans que personne ne s'en aperçoive. À présent, les indices pointent vers quelque chose de plus vaste et la vérité commence enfin à se dévoiler. Qu'est-il vraiment arrivé à Superman? Le mystère de la mort de George Reeves demeure un mystère à la croisée de trois sombres possibilités. La première raison est l'automutilation accablée par la dépression, le rejet et une carrière au point mort. Il a fini par abandonner. La deuxième est un accident, une violente dispute ou une manipulation imprudente d'une arme à feu lui a été fatale en un instant. La troisième et la plus troublante est un meurtre. Une personne influente a décidé que Reeves était devenu un problème et l'a discrètement éliminé. Chaque version a ses partisans, mais aucune ne peut effacer les détails étranges qui restent inexpliqués. S'il s'agit d'un suicide, l'absence de mots, la position inhabituelle du corps et les empreintes digitales manquantes exigent des explications.
S'il s'agit d'un accident, cela n'explique ni l'arme huilée, ni le silence des invités, ni la mise en scène. Et s'il s'agissait d'un meurtre, l'enquête bâclée et l'absence de suivi prennent tout leur sens. Il ne reste qu'un climat de suspicion alimenté par un travail policier bâclé des preuves manquantes et le silence de ceux qui auraient dû parler. Ce silence est devenu la véritable dissimulation. Dès le départ, la police de Los Angeles a traité l'affaire avec désinvolture. Le médecin légiste a conclu à un suicide, et la police a accepté cette conclusion sans enquête approfondie. Mais en coulisses, des pressions s'exerçaient de la part de personnes liées à la MGM, un studio qui avait tout à perdre si l'une de ses stars les plus célèbres se retrouvait mêlée à un scandale. Les enquêteurs n'ont pas interrogé tous les suspects de manière exhaustive. Des analyses médico-légales importantes ont été négligées et des faits essentiels ont été ignorés. Il y a aussi le rôle des médias dans la construction de la mémoire collective. Dans les années 1950, Hollywood exerçait un contrôle absolu sur la presse. On fournissait des informations aux journalistes soucieux de rester en bons termes avec les studios. C'est ainsi qu'est née l'histoire d'un Superman dépressif qui se fait dessus. Simple, net et facile à oublier. Et ça a marché. Le public est passé à autre chose et la vérité a été enterrée avec Reeves.